two different phases as a child by loving this. Nature is a separate thing from us and we can just exploit. Tien Wodkwa, Tien Okitu. À l'intérieur du palais de Buckingham, le roi Charles portait le poids de la monarchie et de ses luttes personnelles. À 75 ans, se remettant d'un traitement contre un cancer de la prostate qui avait déjà bouleversé son rythme quotidien, il s'appuyait sur des rituels privés pour se stabiliser. Le plus important d'entre eux était la bague en or galloise, un héritage transmis de George VI à Élisabeth II. Ce n'était pas un simple bijou, mais un lien tangible avec la continuité. Ce matin-là, lorsqu'il fouilla dans le coffre-fort dissimulé sous des boiseries sculptées, ses doigts ne rencontrèrent que le vide. L'écrin de velours avait disparu. En un instant, le sang-froid stoïque d'un homme ayant affronté des décennies de scandales s'effondra. Son cœur battant et ses mains tremblantes trahissaient qu'il ne s'agissait pas d'un bibelot égaré. Un héritage avait disparu. Une perquisition d'urgence balaya le palais. Les gardes se déplaçaient tels des fantômes sur les sols de marbre, interrogeant le personnel ratissant les pièces rarement utilisées, mais aucune trace n'en émergea. L'ordre du roi résonna dans chaque couloir, le récupérer à tout prix. Pour lui, la bague incarnait non seulement son héritage, mais aussi l'intégrité de la lignée des Windsor. La fureur qui grondait dans son bureau privé révélait l'ampleur du vol. Peu après, les murmures dans les couloirs du palais s'amplifièrent. Camilla apparut en public portant un bracelet orné d'une émeraude éclatante, rappelant étrangement la pierre autrefois sertie dans la bague disparue. Son calme apparent pendant ses œuvres caritatives trahissait la tempête qui régnait au sein de la monarchie. Des correspondants royaux chevronnés percevaient l'éclat calculateur dans son regard, alimentant les théories selon lesquelles ce n'était pas une coïncidence. Les enquêteurs ont découvert des détails troublants. Des rayures sur la serrure du bureau du roi indiquaient l'utilisation d'outils professionnels. Les caméras de sécurité, partie intégrante d'un système de plusieurs millions de livres, étaient tombées en panne de manière inexplicable pendant 2 heures cruciales. Plus suspect encore, l'un des assistants de Camilla avait quitté précipitamment le palais cette même nuit avec une petite mallette. Chaque élément indiquait une opération exécutée avec précision et non un vol opportuniste. Le schéma était effrayant, une serrure manipulée, des caméras désactivées et la fuite d'une confidente. L'implication était inévitable, la trahison provenait de la maison royale elle-même. Pendant ce temps, les événements mondiaux rappelaient à l'opinion publique britannique la fragilité du leadership ailleurs. Des reportages de Reuters faisaient état de l'OTAN aux prises avec la guerre en Ukraine, tandis que de nouvelles frappes de drones russes visaient Odessa, tandis que la BBC couvrait les débats à Washington sur la poursuite de l'aide militaire. Ces tensions mondiales rendèrent l'idée d'instabilité interne au palais de Buckingham encore plus inquiétante. Les citoyens se demandaient si la monarchie, longtemps symbole de résilience, pourrait résister à une telle fracture interne à un moment où les alliés de la Grande-Bretagne recherchaient de la stabilité. Les analystes du Financial Times soulignaient que la confiance institutionnelle, une fois brisée, est quasiment impossible à restaurer. L'héritage manquant est ainsi devenu la métaphore d'une monarchie risquant de perdre son ancrage symbolique au moment même où les turbulences géopolitiques exigeaient une continuité. Pour le roi Charles, le personnel et le politique se heurtèrent brutalement. Le bracelet d'émeraude, les égratignures de l'aide de camp disparu. Chacun était un éclat dans une mosaïque de trahison. Les questions se multiplièrent dans son esprit. Camilla avait-elle elle-même orchestré le vol pour affirmer son égalité? Le mariage qu'il défendait depuis des décennies était-il désormais la plus grande faiblesse de la monarchie? La situation transcendait le chagrin privé et entrait dans le domaine du péril constitutionnel. À la fin de cette semaine, les sondages enregistrés par YouGov révélèrent une montée du doute dans l'opinion publique. Plus de la moitié des personnes interrogées craignaient que la monarchie n'entre dans une crise de confiance comparable aux turbulentes années 1990. Ce n'était que le premier acte d'une histoire qui promettait la confrontation, tandis que Balmoral restait fermé comme le spéculait Fleet Street et qu'une lumière émeraude scintillait au poignet de Camilla, la couronne elle-même semblait trembler. L'institution survivrait-elle au poids de la trahison qui pèse en son sein, ou ce scandale marquerait-il le début d'un déclin irrémédiable? Dans l'enceinte du palais de Buckingham, le calme apparent dissimulait l'agitation qui se déroulait dans les appartements privés. Camilla poursuivait son programme d'engagement public, arrivant à un événement caritatif à Londres, vêtue de bleu pâle et rayonnante d'assurance devant les caméras. Aux yeux d'un observateur non averti, elle avait tout d'une royale posée, saluant les bénévoles par le sourire et la conversation. Pourtant, les correspondants chevronnés remarquèrent des signes subtils, la manière mesurée dont elle scrutait la foule et la fermeté de sa posture, évoquant davantage une stratège qu'une compagne d'un monarque en difficulté. Son bracelet, orné d'une émeraude scintillante, attirait l'attention, et avec le recul, il restera dans les mémoires comme un symbole modeste mais significatif dans le mystère qui s'éclaircit. De retour au palais, l'enquête aboutit à des conclusions alarmantes. Les rayures sur la serrure du bureau du roi n'étaient pas le signe d'une négligence.
Les spécialistes confirmèrent que des instruments professionnels avaient été utilisés laissant de délicates rainures trahissant une intrusion délibérée. Tout aussi troublante fut la découverte que le système de sécurité avancé réputé pour sa fiabilité était tombé en panne pendant 2 heures précises, la nuit même où la fermeture de Balmoral avait été annoncée. Cette défaillance n'était pas fortuite car une telle technologie fonctionnait rarement sans interférence extérieure. Les gardes visionnèrent les images avant et après la panne et ne trouvèrent aucune anomalie, ce qui ne fit qu'accroître les soupçons. L'un des plus proches collaborateurs de Camilla fut aperçu quittant le palais au petit matin muni d'une petite mallette hermétiquement fermée. Le timing combiné à son absence soudaine était devenu impossible à ignorer. Pour Charles, le poids de chaque révélation pesait davantage sur son esprit déjà tendu. Après avoir subi des décennies d'examens minutieux de l'héritage douloureux de Diana aux incessantes tempêtes médiatiques, il était désormais confronté à la trahison au sein même de sa demeure. Les analystes comparent ce moment aux précédentes crises royales comme la période tumultueuse des divorces des années 1990, mais le scandale actuel touchait plus directement au cœur du problème car il menaçait le symbole même de la continuité. L'anneau d'or gallois, forgé à partir d'une pépite extraite au pays de Galles et transmis de main souveraine, représentait plus qu'un héritage. Il incarnait l'unité entre le monarque et le peuple, une unité désormais brisée non par des adversaires étrangers, mais par une prétendue trahison au sein du foyer. Les médias extérieurs au Royaume-Uni ont multiplié les interprétations. Dans ses reportages européens, Deutsche Welle a souligné comment les scandales au sommet de la monarchie risquaient d'affaiblir le soft power britannique à un moment où l'influence mondiale exigeait une stabilité visible. Reuters a noté que tandis que les Alliés se concentraient sur la lutte contre l'agression en Europe de l'Est et les tensions en mer de Chine méridionale, Londres risquait d'être distraite par des drames internes. Des panels de la BBC ont débattu de la capacité de la monarchie à conserver sa crédibilité si des conflits personnels éclataient au grand jour. Les commentateurs ont souligné que si les scandales royaux alimentaient autrefois les ventes des tabloïds, ils avaient aujourd'hui des répercussions sur l'image de la Grande-Bretagne à l'étranger, faisant de cette affaire une question non seulement de loyauté personnelle, mais aussi de perception nationale. Au palais, le rôle de Camilla apparaissait de plus en plus complexe. Figure polarisante, depuis longtemps son parcours de compagne privée à reine consort couronnée avait été marqué par la résistance de l'opinion publique et les souvenirs persistants de Diana. L'apparition soudaine d'un bracelet orné d'une émeraude familière combinée aux rumeurs du départ précipité de son assistante alimentait un discours d'ambition débridé. Si rien n'avait été formellement prouvé, l'image à elle seule s'avéra préjudiciable. Le personnel du palais parlait à voix basse, conscient que la suspicion était passée du simple accident à un acte délibéré. La confiance qui permettait autrefois d'accéder à l'intimité du roi s'érodait d'heure en heure. Charles, déjà affaibli par la maladie, portait désormais le lourd fardeau de gouverner dans un climat de doute. Des observateurs proches de la monarchie suggéraient qu'il paraissait plus âgé lors de ses récentes apparitions, ses yeux s'illuminant de chagrin. L'anneau manquant était plus qu'un héritage familial, c'était un symbole sacré du devoir transmis de génération en génération. Son absence symbolisait l'érosion de la foi au sein de sa famille. Aux yeux du public, le monarque avait déjà traversé des tempêtes, mais des initiés murmuraient que ce coup était plus profond, portant atteinte à la fois à son rôle de souverain et à sa dignité d'époux. Dans les rues de Londres, l'opinion a rapidement évolué. Les sondeurs ont constaté une baisse de la popularité non seulement de Camilla, mais aussi de la monarchie en tant qu'institution. Des hashtags ont circulé en ligne, exigeant des comptes, ravivant une colère non apaisée depuis des décennies. Si le palais a gardé un silence formel, ce silence lui-même a été interprété comme une faiblesse. Les commentateurs ont rappelé que les monarchies ne survivent pas seulement grâce à la tradition, mais aussi grâce à la confiance du public, et qu'une fois la confiance brisée, sa reconstruction s'avère ardue. Au cœur de cette histoire se trouvait une constatation glaçante. Les rayures sur la serrure, la panne de la caméra, la disparition de l'assistant et le bracelet d'émeraude formaient une chaîne de preuves pointant vers l'intérieur. La question ne se posait plus de savoir comment la bague avait disparu, mais pourquoi quelqu'un d'aussi proche du roi avait osé commettre un tel acte. Dans une monarchie liée par le cérémonial et les symboles, le vol d'héritage équivalait à un vol d'identité. Chaque jour qui passait sans résolution creusait la fracture, laissant un souverain isolé et une nation incertaine quant à la stabilité de sa couronne. Ce chapitre d'incertitude a laissé les observateurs perplexes quant aux révélations à venir. La vérité émergerait-elle d'une enquête plus approfondie ou le soupçon suffirait-il à lui seul à remodeler le fragile équilibre de la monarchie ? Alors que la Grande-Bretagne traversait une période de turbulence, tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays, la disparition d'un anneau devint l'emblème d'une crise bien plus vaste, une épreuve de loyauté, d'autorité et de résilience au cœur de l'institution royale. Les semaines qui suivirent
virent la monarchie s'engager en terrain inconnu où le chagrin privé se heurta à la suspicion publique. Tandis que les enquêteurs peinaient à retrouver l'héritage disparu de subtils changements dans la communication du palais, signalèrent une lutte de pouvoir plus profonde. Sur le site officiel de la famille royale, la biographie de Camilla ne la décrivait plus comme reine consort. Le titre avait été modifié pour devenir simplement reine, une modification qui semblait mineure sur le plan technique mais explosive par ses implications. Cette distinction était importante car elle reflétait le compromis conclu par Élisabeth II elle-même qui avait soigneusement stipulé que Camilla serait appelée reine consort afin de maintenir l'équilibre entre la tradition et la mémoire populaire de Diana. Pour de nombreux observateurs, cette modification ne constituait pas une erreur administrative mais une tentative délibérée d'élever son statut. Charles remarqua immédiatement le changement. Pour un monarque dont le règne avait été façonné par des compromis fragiles, l'adaptation numérique constituait un affront profond. Les analystes de la presse britannique soulignèrent qu'un tel changement n'aurait pu se produire sans intention, et le fait qu'il ait contourné les voies d'approbation habituelles suggérait une violation du protocole royal. Les journaux rappelèrent les années de lutte que Charles avait endurées pour obtenir l'acceptation publique de Camilla, années passées à sacrifier sa popularité personnelle pour protéger sa position. La modification du site web mit à mal cet effort, même laissant entendre que ses ambitions l'emportaient sur sa prudence et même sur les instructions de sa défunte mère. Derrière les portes closes, des conseillers fidèles à Charles ont mis en garde contre des manœuvres systématiques. Un conseiller de longue date qui l'avait servi depuis ses années comme prince de Galles a souligné que Camilla avait consulté des stratèges médiatiques et exercé discrètement des pressions pour influencer les dispositifs de sécurité. Lorsque ce conseiller a été soudainement muté à un poste officiel en Écosse près de Balmoral, les spéculations se sont multipliées sur le fait que les voix d'alerte étaient réduites au silence. Les commentateurs ont comparé ce changement aux intrigues de palais des siècles précédents, mais cela se déroulait à l'ère du numérique où chaque clic, chaque modification pouvait être tracée. La réaction du public ne s'est pas fait attendre. La couverture médiatique de médias comme la BBC et The Guardian s'est interrogée sur la question de savoir si Camilla cherchait à consolider son autorité alors que le roi restait vulnérable. Les sondages YouGov ont révélé une méfiance croissante à l'égard de son rôle, un nombre croissant de personnes interrogées remettant en question son aptitude à jouer un rôle stabilisateur. Les réseaux sociaux ont amplifié ces doutes, les hashtags ravivant de douloureux souvenirs de Diana et présentant Camilla comme une opportuniste cherchant à réécrire l'histoire. La monarchie déjà mise à rude épreuve par le changement générationnel était désormais confrontée à l'image d'une rébellion interne. Ce scandale a coïncidé avec des événements turbulents au-delà des frontières britanniques. Reuters et Al Jazeera ont rapporté l'intensification des affrontements dans l'est de l'Ukraine, tandis que Defense News couvrait les discussions de l'OTAN sur le renforcement des défenses aériennes en Europe de l'Est. Dans ce contexte, la monarchie britannique est apparue distraite, empêtrée dans des disputes sur les symboles et les titres. Les analystes des médias internationaux ont noté que si Londres avait autrefois projeté sa stabilité en temps de crise mondiale, elle risquait désormais de devenir un symbole d'incertitude. Le contraste entre les menaces extérieures et les conflits internes au pays renforçait l'impression de fragilité. Pour Charles, la blessure personnelle s'est aggravée. Son engagement envers Camilla avait été défendu pendant des décennies, face à des critiques incessantes, et il avait juré d'honorer la demande d'Élisabeth II de limiter ses tenues vestimentaires. La découverte qu'elle ou ses alliés avaient contourné le protocole pour modifier le document officiel a renforcé le sentiment de trahison. Il ne s'agissait pas seulement de titres, mais de confiance, et la confiance était la pierre angulaire de la monarchie. Une fois brisée, elle érodait les fondements même de l'autorité souveraine. Camilla, quant à elle, dégageait une certaine prestance. Elle apparaissait aux événements culturels avec une assurance raffinée, parlant de modernisation et de service. Pourtant, même ces apparitions semblaient soigneusement mises en scène, destinées à renforcer l'image d'une reine inébranlable face à la controverse. Les analystes y ont interprété une stratégie calculée visant à redéfinir la monarchie selon ses propres termes, plutôt que selon l'équilibre prudent maintenu par son mari. Pour ceux qui, au sein du palais, prônaient la continuité, cela ressemblait moins à un renouveau qu'à une prouesse symbolique. Des observateurs étrangers ont également apporté leur contribution. Des médias allemands comme Deutsche Welle ont rappelé à leur public la fragilité des monarchies lorsque l'opinion publique change radicalement, citant des précédents historiques dans les tribunaux européens où l'ambition a sapé des dynasties. Des médias américains comme CNN ont présenté le conflit comme un test pour déterminer si Charles pouvait maintenir le contrôle de son règne tout en luttant contre la maladie et une fracture interne. L'attention mondiale a intensifié la pression sur une famille déjà assiégée. À la fin du mois, les rumeurs au palais se muèrent en conviction. La bague manquante, la fuite de l'assistant, les rayures sur la serrure et la modification numérique du titre indiquaient tous une tentative concertée. Pour Charles, cette constatation fut glaçante, la trahison n'était pas une rumeur, mais une réalité qui empiétait sur son trône.
Le monarque qui avait autrefois lutté pour son bonheur personnel était désormais confronté à la possibilité que son dévouement ait mis en péril la couronne elle-même. L'avenir de la monarchie semblait incertain et le public attendait avec impatience des éclaircissements. La vérité sur l'anneau allait-elle éclater ou le simple soupçon suffirait-il à redéfinir l'équilibre des pouvoirs au sein du palais? Chaque révélation plongeait l'institution dans une crise plus profonde, ouvrant la voie à une confrontation désormais inévitable. Fin juillet, la crise a été rendue publique. Camilla est apparue sans préavis à la télévision, une décision qui a surpris même les observateurs royaux les plus aguerris. L'événement a rompu avec l'étiquette établie où les interviews de membres de la famille royale sont généralement passées au crible. Les analystes ont souligné comment ces propos ont effectivement banalisé l'objet même au cœur de la crise, indiquant qu'elle en avait soit ignoré, soit redéfini stratégiquement l'importance. Pour Charles, la douleur fut aggravée par la découverte de nouvelles preuves. Dans les paisibles jardins du palais de Buckingham, un garde tomba sur un petit fragment d'émeraude gisant dans l'herbe. Sous la lumière argentée de la lune, l'éclat brillait d'une teinte identique à celle de la gemme qui ornait autrefois l'anneau d'or gallois. Le fragment fut remis directement au roi, dont les mains tremblantes confirmèrent sa correspondance indubitable. Son souvenir lui revint au bracelet de Camilla de la même teinte et de la même taille, porté sans vergogne lors de ses apparitions publiques. La possibilité que l'anneau ait été démonté ou falsifié devint indéniable. Cette révélation a coïncidé avec une vague de gros titres dans toute l'Europe. Deutsche Welle a évoqué la dégradation de l'image de la monarchie, la confiance s'érodant parmi les Britanniques. Al Jazeera a lié le scandale à des questions plus larges de leadership et de responsabilité, observant comment les institutions s'effondrent lorsque les symboles perdent leur sens. Jane's Defense Weekly, dans un article davantage axé sur la dimension symbolique du leadership, a comparé l'affaiblissement de la monarchie britannique au défi de la cohésion de l'OTAN en Europe de l'Est. Chaque analyse portait sur le même sous-entendu: une fois perdue, la crédibilité est rarement retrouvée. L'opinion publique est devenue plus volatile. Les sondages ont montré une forte baisse de la cote de popularité de Camilla, une majorité la jugeant désormais peu fiable. Les réseaux sociaux ont ravivé une colère longtemps enfouie avec des hashtags invoquant la mémoire de Diana qui ont été tendance pendant des jours. Le débat a dépassé la simple bague pour s'étendre à la question plus large de savoir si la présence de Camilla déstabilisait la monarchie elle-même. Certains éditoriaux du Times ont averti que si la monarchie ne réagissait pas résolument, elle risquait de perdre la confiance du public. Dans l'enceinte du palais, Charles supportait le poids de la suspicion devenue certitude. Il avait autrefois défendu Camilla contre des critiques incessantes, sacrifiant sa propre réputation pour valider son rôle. À présent, l'éclat d'émeraude, l'interview télévisée et la disparition de l'assistante convergeaient vers un récit unique et dévastateur. La trahison n'était plus une peur abstraite, mais une réalité vécue. Dans le silence de son bureau, sous les portraits d'ancêtres ayant survécu aux guerres et aux abdications, le roi se confrontait à la possibilité que la plus grande menace pour son règne ne vienne pas d'adversaires extérieurs, mais de la femme la plus proche de lui. Les observateurs étrangers ont interprété la crise comme une métaphore des monarchies modernes. Les commentateurs ont souligné que dans un monde dominé par les réseaux sociaux et les cycles d'actualité mondiaux, les scandales ne restent plus confinés. Une simple émission ou un fragment de preuve peut se propager à travers les continents, transformant les perceptions du jour au lendemain. À Washington, des groupes de réflexion ont souligné comment le drame interne britannique a détourné l'attention de son rôle international à un moment où ses alliés avaient besoin d'être rassurés. À Berlin, des analystes ont établi des parallèles avec les dynasties européennes du passé, dont le déclin a commencé non pas par une défaite sur le champ de bataille, mais par des ruptures de confiance au sein du pays. À mesure que l'été avançait, la pression pour une résolution s'intensifiait. La monarchie ne pouvait rester indéfiniment dans l'incertitude. Des rumeurs circulaient sur des confrontations privées et des réunions nocturnes et sur des conseillers appelant à une action décisive. La découverte du fragment d'émeraude avait transformé le scandale de la rumeur en fait tangible, et le rejet télévisé de la tradition par Camilla avait révélé l'affaire au grand jour. Pour la survie de l'institution, il fallait affronter la vérité, même si cela impliquait de révéler des divisions au sein de ses plus hautes sphères. Le décor était planté pour le règlement de comptes. La combinaison de la manipulation numérique des titres, de la disparition de l'héritage et du rejet public du symbolisme par Camilla créa une tempête qu'il fut impossible de surmonter sans heurts. Une confrontation entre la souveraine et son consort était désormais inévitable, avec des conséquences non seulement pour leur mariage, mais aussi pour la monarchie elle-même. La Grande-Bretagne attendait la suite incertaine que la couronne puisse supporter la fracture qui la caractérisait désormais.
Le mois d'août se déroula avec une inéluctabilité certaine tandis que les événements atteignaient leur paroxysme à l'intérieur du palais de Buckingham. Camilla revint après des jours d'absence, arpentant les couloirs de marbre d'un pas mesuré, son apparence impeccable, mais marquée par l'absence du bracelet d'émeraude qui avait tant attiré l'attention. Elle se dirigea directement vers la salle des miroirs, une pièce rarement utilisée remplie d'imposants miroirs dorés qui reflétaient chaque mouvement à l'infini. Le décor lui-même semblait symbolique, comme si la monarchie contemplait d'innombrables reflets d'elle-même fracturés et désorientés. Charles attendait depuis l'aube. Épuisé par des nuits blanches, son visage était marqué par de profondes rides de tristesse et sa posture trahissait le poids de la maladie et de la trahison. Il serrait à la main l'éclat d'émeraude découvert dans le jardin du palais. Le silence de la chambre pesait lourd lorsque Camilla entra et pour le roi, il semblait que l'heure du jugement ne pouvait plus tarder. Dans ce silence, les preuves parlaient plus fort que les mots. La bague manquante, les titres altérés, l'émeraude endommagée et les apparitions publiques calculées, tout convergeait vers une vérité accablante. Des témoignages d'initiés suggèrent que Camilla considérait cet acte non pas comme un vol à des fins lucratives, mais comme une affirmation de pouvoir. Elle avait enduré des décennies d'hostilité publique souvent qualifiée d'ombre de Diana et refusait de rester un personnage secondaire dans l'histoire des Windsor. Prendre possession de la bague, croyait-elle symboliser son droit à être considérée comme une souveraine égale plutôt qu'une consort confinée à des marges cérémonielles. Endommager l'émeraude était dans son esprit une façon de remodeler un héritage qu'il avait longtemps exclu. Pourtant pour Charles, cette justification ne fit qu'aggraver la blessure. La fissure du bijou reflétait celle de leur mariage, une fracture que ni excuse ni explication ne pouvaient réparer. Les observateurs de la presse ont décrit cette confrontation comme l'un des tournants les plus dramatiques de l'histoire royale. Les journaux l'ont présenté comme un affrontement entre ambition personnelle et continuité institutionnelle. Les commentateurs de la BBC ont souligné que la monarchie avait survécu aux guerres, aux abdications et aux scandales, mais que rarement la trahison avait été aussi personnalisée au plus haut niveau. Les analystes du Guardian se sont demandé si la monarchie pouvait conserver son autorité morale lorsque ses symboles étaient démantelés de l'intérieur. Outre-Atlantique, les médias américains ont établi des parallèles avec des personnalités politiques dont l'héritage s'est effondré lorsque l'ambition personnelle a pris le pas sur le devoir. Pour Charles, la découverte de l'anneau désormais fissuré et altéré représentait plus qu'une perte symbolique. Elle représentait l'effondrement de la confiance, l'érosion des promesses faites à sa mère et la fin d'un dévouement personnel qui avait façonné une grande partie de sa vie d'adulte. Le monarque qui cherchait autrefois à concilier amour et responsabilité se retrouvait désormais confronté à la réalité. Son sacrifice avait mis en péril l'institution qu'il avait juré de protéger. L'opinion publique a réagi rapidement. Les sondages ont montré que le soutien à Camilla s'effondrait, plus de la moitié des personnes interrogées exprimant leur méfiance et réclamant son retrait du cercle restreint de la monarchie. Les hashtags invoquant Diana ont afflué sur toutes les plateformes, transformant le deuil personnel en mémoire collective. Des éditoriaux du Times et du Financial Times ont averti qu'à moins de mesures décisives, la monarchie risquait de voir sa réputation et sa stabilité durablement compromises. L'imagerie de la salle des miroirs s'est rapidement répandue dans les commentaires. Les auteurs ont décrit Charles comme une figure solitaire entourée d'innombrables reflets, un homme confronté non seulement à sa femme mais aussi aux échos de l'histoire elle-même. L'émeraude fêlée est devenue une métaphore récurrente dans les gros titres, rappelant qu'une fois fracturé le patrimoine ne peut retrouver sa forme originelle. Sur le plan international, des parallèles ont été établis avec d'autres crises de leadership. Des analystes berlinois ont remarqué que les dynasties s'effondraient souvent, non pas sous l'effet de pression extérieure, mais à cause de divisions internes. Des informations de Reuters ont lié cet épisode à la lutte plus large de la Grande-Bretagne pour projeter sa confiance à l'étranger à un moment où l'OTAN était confrontée à des défis croissants en Europe de l'Est et où Washington se tournait vers Londres pour obtenir des garanties. L'idée que la monarchie britannique puisse vaciller intérieurement, alors que ses alliés dépendaient de sa stabilité symbolique, a rendu la crise d'autant plus frappante. Fin août, il était clair que la réconciliation serait impossible. Les dégâts ne se limitaient pas à une émeraude ou à une relation particulière, mais s'étendaient au cœur même de la monarchie. La confrontation dans la salle des miroirs cristallisa des années de tension en un moment irréversible. La couronne demeura intacte en tant qu'institution, mais son image resta marquée et le souverain lui-même fut diminué, tenant entre ses mains un joyau brisé, reflet de la confiance brisée par son règne. La Grande-Bretagne se préparait à l'ouverture du prochain chapitre. Des rumeurs de conseils et de délibérations se répandaient, et des rumeurs de mesures officielles contre Camilla se faisaient jour. La nation attendait une résolution consciente que, quelle que soit la décision qui suivrait, elle façonnerait la monarchie pour une génération. Une question persistait. L'institution pouvait-elle perdurer, alors que la trahison s'était infiltrée si profondément en elle, ou l'héritage de Windsor lui-même risquait-il une fracture permanente?
Le mois de septembre s'ouvrit dans un climat de prise de conscience que la monarchie ne pouvait plus repousser. Les événements de Balmoral, la disparition de l'héritage, les titres altérés et la confrontation dans la salle des glaces avaient laissé l'institution à son point le plus fragile depuis la crise des abdications du siècle dernier. Le mécontentement populaire était à son comble, les sondages révélant une chute spectaculaire de la confiance envers Camilla et un débat grandissant sur la crédibilité de la monarchie elle-même. Partout en Europe et en Amérique, les gros titres se demandaient si la maison royale, autrefois symbole de continuité, ne s'effondrait pas sous le poids de l'ambition et de la méfiance. Le prince William apparut comme une figure déterminée à agir. Ayant observé chaque détail du scandale des mèches manipulées à l'éclat d'émeraude, il comprit que la monarchie ne pourrait survivre si elle paraissait paralysée. Lors d'une réunion confidentielle tenue à Balmoral, il réunit des membres importants de la famille royale et des personnalités de confiance du conseil privé. Des rapports ultérieurs qualifièrent la réunion de solennelle et chargée d'une portée historique. Le conseil examina les preuves, étudia les témoignages et évalua les implications pour la couronne et le pays. L'issue était claire, Camilla serait déchue du titre de reine consort, réduite au rang de princesse consort et contrainte de présenter des excuses publiques officielles. La décision eut un retentissement rapide. En quelques heures, le palais de Buckingham publia un communiqué officiel confirmant le changement. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un consort fut rétrogradé publiquement, une mesure disciplinaire d'une ampleur sans précédent. L'annonce du palais souligna la gravité de l'infraction, qualifiant le vol et la dégradation de l'anneau d'or gallois de trahison envers l'héritage et la confiance. Les médias internationaux couvrirent l'événement avec fascination. Reuters la décrivit comme la plus importante rupture interne au sein de la maison de Windsor depuis des décennies. La couverture de la BBC se concentra sur le symbolisme de la décision, soulignant qu'elle constituait à la fois une sanction et un avertissement visant à préserver l'intégrité institutionnelle. Le message enregistré de Camilla fut diffusé à la télévision nationale le lendemain matin. Son ton était mesuré, exprimant des remords pour ce qu'elle décrivait comme une erreur de jugement qui avait causé de la détresse à la nation et au roi. Elle s'engagea à se retirer de ses fonctions officielles et accepta la réduction de son titre. Pourtant, ces excuses, bien que formulées avec soin, ne réussirent pas à inverser l'opinion publique. Les images de l'émeraude fissurée continuèrent de circuler sur les réseaux sociaux et les hashtags exigeant justice pour Diana restèrent omniprésents. Les analystes notèrent que la monarchie avait tenté de tirer un trait sur la crise, mais que les cicatrices resteraient visibles. Charles lui-même n'apparut qu'une seule fois en public durant ses jours, assistant à un office religieux d'un air réservé. Les observateurs remarquèrent son apparence émaciée, l'interprétant comme le résultat de la maladie et d'un chagrin d'amour. Des commentateurs de médias comme The Guardian et Deutsche Welle se demandèrent s'il parviendrait à recouvrer l'autorité nécessaire pour diriger efficacement. Pour beaucoup, l'image du monarque serrant une bague endommagée à son bureau devint le portrait idyllique de la fragilité de son règne. Entre-temps, Balmoral rouvrit ses portes au public, même si son nom avait désormais de nouvelles connotations. Autrefois considéré comme le sanctuaire privé de la reine, il était désormais lié au secret et au scandale. Les touristes arpentèrent le domaine avec curiosité, conscients que derrière ces murs se déroulait un drame royal moderne. Le domaine lui-même devint un témoignage vivant de la façon dont l'ambition, la méfiance et le symbolisme pouvaient s'entrechoquer pour remodeler l'histoire. Sur le plan international, la crise a coïncidé avec une incertitude géopolitique accrue. Les alliés de l'OTAN subissaient une pression constante liée aux actions de la Russie en Ukraine, tandis qu'au Moyen-Orient, les tensions entre Israël et l'Iran s'intensifiaient. Des analystes de Defense News et d'Al Jazeera ont affirmé que la distraction de la Grande-Bretagne sur le plan intérieur affaiblissait sa voix à l'étranger. Des diplomates ont exprimé en privé leur inquiétude quant à l'affaiblissement de son soft power, longtemps considéré comme l'une des forces discrètes du pays par l'instabilité de la monarchie. L'idée qu'une trahison interne puisse se répercuter à l'étranger est devenue un thème récurrent dans les commentaires internationaux. À l'approche de l'automne, la monarchie se trouva confrontée à une nouvelle réalité. Camilla était absente de ses fonctions publiques, son influence étant réduite. Charles présidait en souverain affaibli par une perte personnelle tandis que Guillaume gagnait en notoriété en agissant avec détermination lorsque la couronne vacillait. L'émeraude fêlée resta une métaphore récurrente dans les éditoriaux symbolisant non seulement un héritage endommagé, mais aussi une confiance brisée au cœur de la monarchie. L'institution a perduré, mais son image a changé. Ce qui constituait autrefois une tradition ininterrompue était désormais fissuré. Pour la Grande-Bretagne, cet épisode a rappelé brutalement que les monarchies ne sont pas à l'abri de l'ambition humaine ni de la trahison. Elles ne survivent que lorsque les symboles conservent leur signification et que la confiance du public est soigneusement préservée. L'histoire se termina sur une note sereine.
Camilla quitta le palais avec une petite mallette s'éloignant du quotidien pour lequel elle avait lutté des décennies durant. Charles resta dans son bureau, la bague réparée mais marquée rappel durable que l'amour et l'ambition peuvent transformer les dynasties. La monarchie avançait, mais une question subsistait, la confiance pourrait-elle un jour être véritablement restaurée, ou la fracture resterait-elle gravée dans son héritage ?